rebonjour. Alors, on rentre dans notre deuxième partie des assises. Merci à tous d'être toujours encore présents. Apparemment, on vous a intéressé. Là, on va s'occuper de la première table ronde qui est sur le numérique dit éducatif. Et nous avons la chance, en fait, d'avoir des gens qui ont répondu présents pour participer à une forme de soit de témoignage d'expérience, soit aussi de débat. Vraiment, cette table ronde, notre idée, en fait, au collectif ENR, c'est de repartir avec des idées concrètes. Et je ne vous cache pas qu'après, nous irons volontiers proposer ces idées concrètes à nos ministres, de façon à ce qu'on puisse faire avancer les choses, parce que c'est gentil de débattre, c'est super. Maintenant que, voilà, on commence tous à être un petit peu d'accord sur le fait que ça ne va pas très bien, il est important qu'on lance des actions. Et donc ces tables rondes sont aussi dans le but de lancer des actions. C'est pour ça qu'on essaie de réunir du monde. Donc je vous explique un petit peu le protocole. En fait, moi je vais juste présenter nos intervenants très rapidement. Et après, chacun va, pendant une petite dizaine de minutes, un peu moins si possible, expliquer donc ce qui lui tient à cœur ou ce qu'il a mis en place dans son établissement ou dans sa vie quotidienne, qui est en rapport avec l'éducatif et numérique. Et ensuite, l'idée c'est que vous participiez à cette table ronde aussi en posant vos questions, en apportant aussi pourquoi pas des témoignages et que en fait, nos intervenants puissent répondre à vos questions, qu'on soulève en fait ce qu'on appelle les lièvres qui empêchent de mettre en place parfois des choses. Et on compte sur vous pour que ce débat soit constructif et surtout qu'on sorte avec des idées concrètes. Voilà. Alors, nous avons la chance d'avoir autour de cette table ronde, qui est en fait un tabouret de piano, Karine Molini, qui est essayiste, entre autres casquettes, parce qu'elle est aussi professeure et journaliste. Elle a participé à la rédaction du désastre de l'école numérique en 2016 et aujourd'hui, elle a écrit en 2019, elle a sorti un autre ouvrage qui s'appelle Cyberminimalisme et qui présente le tout numérique comme une impasse écologique et sociale. Et elle a donc des propositions à nous faire aujourd'hui. Voilà, c'est Karine, pardon. Nous avons ensuite Isabelle Parès, à l'extrémité, qui est fondatrice d'une association pour un droit à une scolarité libre du numérique. Elle résiste à l'introduction du tout numérique à l'école. C'est une vraie résistante, parce qu'elle n'est inscrite sur aucune plateforme numérique de l'école. Et elle tente, en tant que parent, de dénoncer les inégalités qui sont liées justement au fait qu'on n'a plus accès après à l'information si on refuse d'être connecté, et notamment si on refuse que notre enfant soit connecté. Voilà. Donc ça crée des vraies inégalités, et c'est donc un nouveau cheval de bataille. Nabila Merciris, voilà, qui est professeure en ULIS, alors pour les non-initiés, ce sont des classes d'unités localisées d'inclusion scolaire. Ce sont en fait pour des enfants qui ont des troubles ou des handicaps. Et l'idée c'est qu'ils puissent suivre une scolarité grâce à ces classes qui sont généralement intégrées dans des collèges ou des lycées, on va dire, classiques. Mais elle est aussi formatrice à l'INSPE de Créteil, et donc son regard sur le numérique va être très intéressant, puisqu'elle a besoin du numérique, elle, notamment pour les classes ULIS. Voilà, parce qu'on a les enfants à besoins particuliers, ont forcément, eux, un intérêt avec le numérique. Ensuite, nous avons à l'extrême droite David Cayuela. Une position. Pardon. À ma droite. Alors, à droite, tu perds. David Cayuela, professeur de lettres en lycée. Il est à l'origine du projet La parenthèse déconnectée, voilà, qui propose en fait aux élèves lycéens pour qui le téléphone est autorisé, hein, il faut quand même le savoir, il leur propose en fait de débrancher leur téléphone et de s'en séparer le temps qu'ils sont dans l'établissement. Voilà, et donc il va nous expliquer les bienfaits de cette expérience pour les élèves. Il va nous expliquer aussi surtout comment il a réussi concrètement à faire cette chose que l'on nous dit impossible si on écoute les informations. Et enfin, pour finir, Agnès Fabre, à ma gauche cette fois, qui est professeure de lettres en lycée et qui s'est rendu compte que ses élèves étaient hyper connectés, notamment avec des tablettes distribuées par son établissement, et qui a décidé de réagir, qui a écrit de magnifiques tribunes et à laquelle elle nous a invités de participer. Et donc aujourd'hui, elle vient nous expliquer donc, les positions de l'éducatif de notre collectif, Éducation numérique raisonnée, sur l'éducatif à l'école, et le numérique, pardon.
Donc voilà, donc je vais laisser la parole à Karine. Voilà, allez, au hasard. Merci, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous dire un peu d'où je parle. Donc moi, c'est en tant que professeur d'histoire-géographie que j'ai écrit ce livre donc en 2016 qui s'appelle « Le désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écran ». Le sous-titre est aussi important que le titre. C'est un livre que nous avons écrit avec Philippe Biwix qui travaillait sur les low-tech et les métaux. Et donc c'est à partir de cette expérience d'enseignante qui a duré 2 ans et à l'issue de laquelle j'ai démissionné, que j'ai fait ce constat donc, de l'arrivée massive du numérique à l'école, puisque ça remonte à 2013 et que c'était l'année du plan numérique pour l'école qui prévoyait de distribuer une tablette à chaque collégien. Donc en fait ça ne s'est pas fait, évidemment, il y a eu des murs financiers face à ça, donc ça ne s'est pas fait, mais le mouvement a été lancé consistant à numériser toujours plus l'école. Donc c'est pas tant les tablettes qui sont arrivées dans l'école, mais même s'il y en a de plus en plus, qu'en réalité les ENT, donc ces espaces numériques de travail, qui sont aujourd'hui des outils qui sont généralisés et qui eh bien, ont envahi la vie et des professeurs, et des enseignants, et des parents. Donc l'entrée par laquelle j'avais abordé cette question, c'était plutôt l'entrée écologique, d'être un petit peu sidéré par cette politique d'équipement des enfants et des enseignants, alors qu'on avait les rapports du GIEC qui commençaient à sortir, alors qu'on avait les premiers chiffres très précis sur l'impact du numérique, sur la fabrication de ces outils, et ces tablettes distribuées devenaient des déchets très rapidement, en l'espace de 6 mois, puisque les enfants restent des enfants et donc balancent leur sac dans la cour. Donc un outil numérique devient de toute façon très rapidement un déchet. Donc c'est cette entrée écologique qu'ensuite on a creusé pour aller voir les effets sanitaires, anthropologiques, financiers d'une telle politique. Alors je ne vais pas du tout prendre de temps sur le constat vu qu'il a été hyper bien fait ce matin. Donc là on est sur une table ronde plutôt solution. Alors moi je vais vous dire tout de suite un petit peu ce qu'on avait préconisé à l'époque et ce que j'ai continué à préconiser par la suite avec le concept de cyberminimalisme. On va dire que c'est en deux parties cette proposition. Il y a une partie qui relève de la résistance parentale, puisque là on parle bien de l'école, de la résistance parentale, et l'autre partie qui relève des lois. Les lois dont on va avoir besoin, dont on a besoin, et dont certaines sont en train d'être mises en œuvre. La partie résistance parentale, elle peut déjà consister à ne pas donner de téléphone portable aux enfants avant un certain âge, qui pourrait être peut-être par exemple l'entrée au lycée, donc 15 ans ou 16 ans. Cette première mesure, elle permet déjà de préserver l'enfance de tous les effets que l'on connaît. Elle peut être complétée par le fait, par exemple, de réinstaller dans le logement un téléphone fixe. Ça paraît un peu idiot comme proposition, mais c'est extrêmement efficace parce que ça permet aux jeunes d'avoir un téléphone, d'avoir un numéro personnel sur lequel on peut les appeler. Donc j'ai envie de dire que les deux mesures vont ensemble. C'est vrai que ne pas donner de téléphone à son enfant et en même temps ne pas lui donner le moyen d'être joint par ses amis, ça peut être un peu violent. Donc les deux mesures vont ensemble. Donc on croit toujours qu'il n'y a plus de téléphone fixe, mais en fait si, dans tous les abonnements box, il y a un numéro fixe qui peut être actionné et vous trouvez des téléphones à 25 €, des téléphones fixes à 25 €. Donc c'est beaucoup moins cher que d'équiper en numérique individuel. Ensuite, autre proposition, c'est d'être assez radical vis-à-vis de l'école et de ses demandes numériques incessantes. Être radical, ça veut dire opposer un refus au fait de se connecter à ces fameuses ENT, espaces numériques de travail, en tant que parent. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on peut estimer aussi que ce que va nous dire l'enfant des absences des profs, de son emploi du temps, etc., eh bien, est crédible
a de la valeur et est vrai. Et donc on n'a pas forcément besoin de vérifier sur un outil ce qu'il aura retenu de ce qui lui a été dit en classe. Alors il y a un outil juridique que l'on peut utiliser pour ça, ça s'appelle le droit à la déconnexion. Et ce droit à la déconnexion, il existe aujourd'hui pour les salariés. Depuis 2017, il a été mis dans la loi, et les salariés commencent à bien l'utiliser d'ailleurs. Ils ne regardent plus leurs mails, ils n'y répondent plus après les horaires de travail, etc. On pourrait très bien imaginer que ce droit à la déconnexion, on l'active en tant que parent pour dire qu'on ne souhaite pas le soir se reconnecter. Ni le soir, ni le matin, etc. Donc on n'est pas censé avoir une info qui a été donnée après nos horaires de travail ou après les horaires de travail des enseignants. C'est également un droit que peuvent activer les professeurs, le droit à la déconnexion. Eh bien, je pars du collège, du lycée, c'est terminé, je ne me connecterai pas. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait deux piliers, à la fois une résistance parentale ou d'enseignants et des lois nécessaires, et bien ça c'est déjà quelque chose qui peut être activé, c'est le droit à la déconnexion. On aura également besoin d'autres lois qui iront plus loin. Par exemple, l'interdiction de la vente de portables au moins de 15 ans. Parce qu'en fait, laisser les parents seuls face à cette décision, ça les met justement dans une posture de résistant et de minorité, alors qu'ils ont les arguments rationnels avec eux. Et je pense qu'on peut quand même s'insurger contre le fait d'être tout le temps renvoyé dans une minorité agissante, résistante, alors qu'on a toutes les études avec nous, comme nous l'a rappelé Arnaud Lévy ce matin, et puis Sabine Duflo. On a tous ces arguments-là, ils sont connus, il y a eu une commission là, qui a rappelé toutes ces choses. Donc maintenant, il faut peut-être inverser la tendance et justement réclamer que la loi se mette en accord avec ce que nous dit la science et puis ce qu'on ressent aussi dans les familles. Donc voilà pour ces lois dont on va avoir besoin. Mais moi, ce que je voudrais dire il faut me le dire parce que le temps c'est beaucoup. C'est que malgré tout, ça avance. C'est-à-dire que c'est vrai, le numérique progresse tout le temps, tous les jours. Mais en même temps, c'est un sujet relativement récent, qui n'a que 25 ans. Et il faut bien voir qu'avant qu'on ait la loi E20 contre l'alcool, il s'était écoulé 300 ou 400 ans. Donc on est sur quelque chose qui va quand même relativement vite. Par exemple, en 2016, on a eu la loi Abeille, qui avait été poussée par Laurence Abeille, et qui donc interdisait l'usage du Wi-Fi en dehors des usages pédagogiques à l'école primaire. Cette loi n'est pas appliquée, puisque évidemment les profs font des usages pédagogiques à des moments différents, donc en fait le Wi-Fi de l'établissement reste tout le temps ouvert, mais ce n'est pas légal. Mais donc on a une loi qui est là. 2018, on a l'interdiction de l'usage des téléphones portables à l'école. On peut très bien imaginer que cette loi évolue vers l'interdiction de la présence des téléphones portables à l'école. Aujourd'hui, l'alcool est identifié comme quelque chose de dangereux pour les enfants. C'est interdit d'amener des bouteilles de bière à l'école. Il n'y a pas de problème pour interdire la présence d'un objet. Un canif, c'est interdit, etc. Donc, il n'y a aucun problème à interdire la présence d'un objet identifié comme dangereux dans un établissement. Et puis d'autres lois aussi. Par exemple, là, depuis le 13 juillet, il y a cette loi Studer qui vient d'entrer en vigueur et qui dit que tout opérateur doit installer un système de contrôle parental en premier affichage dès qu'un nouvel appareil est acheté. Et c'est valable même pour les appareils reconditionnés. Si aujourd'hui vous achetez pour un plus de 15 ans, bien entendu, un téléphone portable, qu'il soit d'occasion ou neuf, quand vous l'ouvrez, depuis le 13 juillet, c'est obligatoire. La première question que va vous poser le téléphone, c'est programmer le contrôle parental. Voilà, donc finalement, j'ai envie d'être quand même assez optimiste et de dire qu'au fur et à mesure des lois se font et qu'il faut pousser notre avantage et qu'on est quand même nombreux et bien renseignés. Voilà.
Bonjour, David Cahuela, prof de lettres, voilà. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Karine, mais en fait j'attends qu'une loi me délivre du projet que je porte, finalement. Ah pardon, je disais que j'attendais qu'une loi me délivre du projet que je porte, qui est la parenthèse déconnectée, parce que je suis un prof en colère depuis quelques années. Alors, je le suis moi maintenant en venant ici, en voyant, il y a un plaisir aussi de voir des gens qui réfléchissent dessus. Donc tout ça pour dire que ça fait 25 ans que je suis prof et que je suis dans une posture de prof de lettres, donc sensible peut-être particulièrement à la crise du langage, qui est assez évidente. Et puis aussi, il se trouve que j'enseigne l'analyse filmique. Donc pendant 20 ans, un peu plus, je me suis retrouvé dans une posture non naturelle d'observer des élèves qui regardent un film. Et alors ça, c'est édifiant, parce que depuis une dizaine d'années, ils ont commencé à baisser la tête, etc. Donc je ne vais pas reprendre tous les constats qui ont été faits ce matin, mais c'est donc dans un sentiment d'urgence que j'ai essayé de faire une action. J'avais été contacté par Servane Mouton, qui est une neuropsychiatre qui m'avait été indiquée par Michel Desmurger, donc j'avais lu simplement un livre qui avait écrit La fabrique du crétin digital. Donc je ne suis pas du tout un spécialiste de la question du numérique, mais j'ai voulu poser un acte concret. Et immédiatement, j'ai pensé, en discutant à la cantine, j'ai vu plutôt des enthousiasmes, des plaintes à l'endroit du portable. Et j'ai pensé très naïvement qu'en 2 mois, j'allais monter un projet et qu'à la rentrée prochaine, on était alors au mois d'avril, eh bien on serait un des premiers lycées sans portable parce qu'on mettrait des hôtels à portable et qu'il suffirait le matin de les disposer. Eh bien, il a fallu quand même 1 an de discussion, ne serait-ce qu'entre collègues. Parce que, par exemple, j'ai un collègue d'histoire géo qui me dit « mais moi, j'ai pas de problème avec le portable ». Donc je me dis, mais ça tombe bien, il ne s'agit pas de toi, et puis encore, ça reste à prouver. Hein, ça reste à prouver. Donc je me suis retrouvé face à une confusion, et immédiatement, il a fallu prendre conscience que tout le monde n'était pas du tout au même point sur la conscience réflexive de notre rapport au portable, y compris des spécialistes de l'éducation. Donc ça m'a quand même troublé. Et donc, il a fallu quand même discuter sur des fils de discussion, faire beaucoup de pédagogie finalement auprès des collègues. Donc on a fait concrètement intervenir des neuropsychiatres. Il a fallu qu'une parole extérieure, légitime, le discours. Moi j'avais beau parler de faits concrets, il a fallu quand même que ça ne suffisait pas. Moi ça m'allait bien, ça m'a aussi permis de sortir d'une forme de conflit, parce que quand même il y avait un conflit larvé, j'étais un petit peu le réac. Bon, je n'étais pas d'extrême droite, mais j'étais un peu réactionnaire. C'est pour ça que tu as assis. Voilà, c'est pour ça que je suis pas encore avec ces mots. Donc j'étais un peu dans cette posture-là, un peu délicate, et quand même petit à petit, en s'appuyant notamment, quand même on a été soutenu par la proviseure, qui était peut-être aussi parce qu'elle était ancienne prof de lettres, je ne sais pas, peut-être qu'elle était sensible à ça, aussi les équipes de la vie scolaire. Et donc on a essayé de mettre en place la parenthèse déconnectée. Donc la parenthèse déconnectée, ça n'a rien d'exceptionnel finalement. Il s'agit de préserver les élèves de leur portable pendant toute la journée de cours. C'est-à-dire que la différence, on va dire, qui est subtile mais qui est quand même importante, c'est de les préserver aussi entre les cours, sachant qu'il y a je dirais, une nocivité invisible du portable. Quand il se bombarde le cerveau de 40 vidéos TikTok entre 2 cours à la récré, comment vous voulez qu'on leur fasse un cours sur Balzac, qui est un apprentissage à la frustration, puisqu'il faut imaginer, quoi. Et donc, on nous mettait, je vivais ça comme le fait qu'on nous mettait en situation d'échec. Voilà. Donc on s'est fait accompagner par la CARTI, qui est une cellule académique, qui était chargée de créer des points de rendez-vous, de rencontres. Donc ça a duré une première année. Donc cellule académique, on a eu des discussions, et ils nous mettaient en garde contre les parents, etc. L'idée des réactions auxquelles on allait être exposé. Ça a permis de donner un temps de discussion et de pédagogie qui était nécessaire. Et donc au bout d'1 an, on a pu lancer le projet. C'est un projet sur 3 ans. La première année, ça peut sembler dérisoire, c'était finalement une journée par trimestre, c'est rien du tout, sans portable. Avec des petits sondages, mais qui pour moi n'étaient pas de grande portée, parce qu'il y avait quand même un biais, c'était que les élèves disent même pas mal, vous voyez le biais. C'est-à-dire ça n'a rien changé pour nous, je ne vois pas pourquoi vous voulez faire ça. Donc évidemment, il fallait aussi qu'il y ait de la pédagogie, donc on a fait intervenir des neuropsychiatres, une maîtresse de conférence à l'université de Nîmes. Donc il y a eu tout un travail comme ça, y compris avec les parents. Et donc la seconde année dans laquelle nous nous trouvons là, c'est déjà tous les lundis. Prochainement on fera une semaine sans portable. Et la 3e année, j'en viens à ça, on voit comme assez inévitable d'arriver, mais je pense que c'est une bonne solution, à un principe un dispositif de portique. Un peu comme ici aux États-Unis, en réalité il y a une entreprise qui s'appelle Yonder qui a déjà pris tout le marché aux États-Unis, y compris un peu en Europe. Je les ai sollicités, j'ai bien vu à quel point ils étaient désireux d'échanger et de prendre le marché, bien sûr. C'est 30 000 € hein, pour un établissement, ce qui représente en fait 30 € par élève. C'est pas tant que ça. Sauf que ce qui est intéressant, et je l'ai appris relativement récemment, il y a, dans le Val-de-Loire, on a des collèges qui ont recouru à des entrepreneurs locaux
Ah, c'est chez vous, magnifique. Voilà. Et donc je l'ai appris récemment, ils ont mis en place un système avec des portiques et ça coûte 7 000 €. Donc actuellement je suis dans la recherche de l'entrepreneur en Occitanie, donc ça fait 11 € par élève, c'est rien quoi. Et à ce moment-là, ce qui est génial pour nous, c'est que ça nous déchargerait de toute la part dont j'ai pas parlé parce que c'est pas passionnant, mais c'est qu'en fait on repose énormément notamment sur la vie scolaire, parce que, et heureusement qu'ils sont là chez nous, parce que c'est très compliqué de récupérer 600 portables, de déposer dans des hôtels, de les récupérer. Entre midi et deux, pardon, il y a le problème des externes qui revendiquent le droit de le récupérer, etc. Bon, si je résume, on n'a pas eu finalement tant de levée de bouclier que ça. Je dirais que c'est très minoré. On a peut-être eu 3 courriers de parents qui revendiquaient le fait que c'était un outil qui était, parce qu'il est à la lisière de fait du privé et du public, et bien, qui était en leur possession, que leur enfant était bien capable de faire la distinction. Donc ça, c'est tout ce qu'on a dit ce matin. C'est-à-dire qu'ils sont dans une confusion. Pour la petite anecdote, le parent en question, moi j'avais sa fille en cours, et toutes les 2 minutes, je fais ça pour la remettre dans le cours. Donc c'est une vraie question quoi, voilà, qui s'est posée à nous, de faire de la pédagogie. Je pense qu'on va en arriver à ce dispositif-là, et ça déchargera tout le monde parce que les élèves seront beaucoup moins anxieux d'avoir toujours leur portable sur eux. Il y aura peut-être une vertu pédagogique, c'est-à-dire de s'apercevoir que finalement ils l'ont sur eux, et ils pourront peut-être un jour faire un choix, parce que pour l'instant le choix n'existe pas, ils n'ont connu que ça. Et donc ils ne sont pas libres. Et tout le travail pédagogique, ça a été de leur expliquer, alors qu'eux nous accusaient de les infantiliser, que c'était bien le portable qui fait de nous des toutous. Et je m'incluais dedans. Moi je faisais exprès de dire nous sommes une génération d'abrutis. Alors ça, ça allait choquer, monsieur, on n'est pas abrutis, etc. Je faisais exprès parce que rien que ça, c'est intéressant, ils réagissent tous. Ils sont dans la réaction, ils ne pensent pas à ce que veut dire le mot abruti. Abruti, ça ne veut pas dire qu'on est stupide consubstantiellement, ça veut dire qu'on est rendu brut par un englobant qui nous parasite, qui empêche la délicatesse, qui nous ramène vers le brut. Donc, tout ce travail-là, c'est ce que j'essaie de faire voilà, au lycée, et je ne suis pas le seul, on le porte, et j'espère que donc, bientôt, on aura pu à le faire. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, moi j'ai une autre expérience concernant le numérique puisque je l'utilise dans le cadre de l'ULIS dans laquelle je travaille et que je coordonne. C'est un moyen d'action qui est quand même non négligeable pour certains de mes élèves dans la mesure où quand on est face à la difficulté de la lecture ou de l'écrit, c'est un moyen de communication qui est non négligeable. Alors pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faille l'utiliser dans un cadre très réglementé, c'est-à-dire que je sais faire la distinction par exemple entre 2 élèves pour qui l'utilisation ne sera pas du tout la même dans la mesure où il y a un accès par exemple au numérique qui est relativement libre à la maison pour l'un d'entre eux, et alors que pour l'autre ça va être plutôt pour des raisons de compréhension, de recherche d'informations pour être dans la capacité de communiquer avec les autres. Donc voilà, j'ai vraiment les 2 pans dans mon dispositif, vraiment 2 profils différents d'élèves, où pour un, ça va être le moyen vraiment d'avoir des interactions, de se faire entendre, de se faire comprendre, de se faire lire, et pour l'autre, ça va être celui de s'isoler, de ne pas avoir d'interaction avec l'autre parce qu'à la maison, c'est ce qu'on lui a appris. Un exemple tout simple, celui pour lequel la lecture, l'écriture est difficile, ça va être un moyen d'avoir des informations, par exemple, sur un projet professionnel qu'il envisage. Pour l'autre, ça va être un moyen de ressembler à son père, puisque son père est youtubeur. Donc pour moi, c'est compliqué de lui faire entendre que les usages du numérique, de l'ordinateur, des écrans, des tablettes, doivent être dans un cadre bien précis, pour des recherches, pour ne serait-ce que s'informer, et non pas pour jouer à longueur de temps, et être un moyen de communiquer avec des personnes, des personnages, qui n'existent pas toujours d'ailleurs, dans sa vie de tous les jours. Et c'est une difficulté que je rencontre davantage dans le dispositif, puisque c'est un gamin qui se referme, qui n'ose pas discuter avec les autres, et que si on le met face à un écran, c'est là qu'on obtient des choses. Donc pour moi, c'est très compliqué, parce que d'un point de vue de l'accessibilité, d'un point de vue de la compensation, notamment dans le cadre du handicap, c'est des outils qu'on nous recommande fortement, pour adapter au maximum, rendre vraiment accessibles tous les savoirs et les apprentissages, mais ça reste quand même un usage qui malheureusement
reste raisonné et restreint qu'au sein du dispositif, puisque à la maison, c'est souvent en libre accès, puisque c'est l'un des arguments premiers que les parents vont nous avancer en nous disant « mais oui, mais quand il est face à un ordinateur, il arrive à faire des choses ». Alors, moi j'ai vu des avantages, il est vrai, dans certains usages, pour d'autres, ça a quand même pas mal limité les interactions entre eux. Ça a rendu autonome par rapport à certaines choses, ça a réduit l'autonomie par rapport à d'autres. Par exemple, demander de l'aide, c'est pas quelque chose qui est facile, qui est aisé pour la plupart d'entre eux. Alors quand ils sont face à l'ordinateur, ils n'ont pas besoin d'aide. Ils savent utiliser même mieux que moi, j'ai envie de dire, l'usage du numérique, la commande vocale, la reconnaissance vocale, dicter à travers un micro ce qu'on a envie de dire et d'écrire, ça ils savent le faire. Mais pour le coup, s'adresser à l'autre, regarder l'autre, savoir utiliser le lexique approprié pour demander de l'aide, c'est pas toujours facile. Alors voilà, moi je suis très embêtée avec ça. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'éducation nationale, on a vu dans la circulaire de rentrée un rappel à l'usage du numérique, mais un usage raisonné. On nous demande de faire davantage de pauses numériques au sein du collège, mais quand on voit que nos classes sont équipées toutes de TNI, d'ordinateurs, qu'on nous impose d'utiliser Pronote, qu'on nous impose d'utiliser le NT, ça devient compliqué. L'agenda, ça devient un outil obsolète, qui reste la plupart du temps dans le fond du sac, parce que bien évidemment il est quand même acheté par les parents, mais qui n'est pas du tout utilisé. Alors c'est vrai que pour les miens, c'est plus facile d'utiliser Pronote, parce que comme ça les parents ont une idée des devoirs qui sont proposés sans que ce soit écrit par l'élève, surtout quand il y a une dysgraphie. Mais ça n'empêche que voilà, c'est un moyen qui va être, j'ai envie de dire, qui va réduire aussi la communication entre moi, professionnel, et les parents, parce qu'au lieu de les avoir en face à face, ils vont passer par Pronote pour communiquer. Donc voilà, je me retrouve à une difficulté réelle, qui est celle que, voilà, par rapport à la conception universelle des apprentissages, par rapport à l'accessibilité universelle qu'il se doit d'être faite dans le cadre de l'école inclusive, ça reste quand même très contraint, ça reste malheureusement mal formalisé dans les usages, c'est recommandé, mais à quel titre? Jusqu'à quelle hauteur? Ça reste encore une question qui n'est pas traitée et pas toujours comprise de tous, même par mes collègues. C'est-à-dire que quand on a des élèves qui sont face à la difficulté de lecture, pour qui on n'écrit plus, on ne montre plus le geste graphique, on n'indique pas la forme des lettres, on ne montre pas qu'il y a de la motricité fine et de la motricité globale, qu'on impose à l'œil de lire dans un certain sens et qu'il n'y a plus ce repère entre le vertical et l'horizontal, c'est vrai que ça accentue davantage les troubles de mes élèves. Donc voilà, je suis partagée entre l'usage du numérique par rapport à cette conception universelle des apprentissages et cette accessibilité et ce que ça détruit derrière aussi. Voilà. Bonjour, je suis Isabelle Curien-Barès. Je représente aujourd'hui le collectif pour un droit à une scolarité libre de numérique. Notre axe initial, quand nous sommes formés, ça a été celui de la défense des libertés individuelles de chacun et surtout de la liberté éducative parentale au domicile. On s'est réunis au début parce que des tablettes devaient être distribuées dans les Yvelines aux enfants dès le CM1 et ramenées à la maison. Et là, on est plusieurs d'entre nous à se dire, mais comment on va gérer ça? On est des familles sans écran, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès aux écrans pour les enfants. Depuis toujours, on a fait en sorte qu'il n'y en a pas. On est même plusieurs parents à ne pas avoir du tout même fait visionner des dessins animés pour l'instant à nos enfants parce qu'il n'y avait pas de... Ça s'y prêtait pas. Personnellement, par exemple, je n'ai jamais utilisé un téléphone portable devant mes enfants. Voilà, sauf en dehors de chez moi éventuellement, mais j'ai un téléphone fixe. Et je l'allume le soir quand mes enfants se couchent. Mes enfants, ils ont 3 ans, 6 ans, 11 ans. Et si la grande en avait eu une tablette au collège, les petits de 3 ans, 6 ans, y auraient eu accès aussi. Et on gère ça comment à la maison? On ne savait pas comment faire ça. Et du coup, on s'est dit que là, ça devenait trop intrusif. Et que l'éducation nationale, en donnant ces tablettes, et ce n'est pas que l'éducation nationale, c'est sur les collectivités territoriales, rappelons-le, en fait, opérer une intrusion trop importante, créer des conflits intrafamiliaux, aller générer des conflits sur le temps d'écran, et pour certaines familles, aller donner le premier écran personnel à l'enfant. Donc c'est pas rien. Et en discutant avec certains enseignants, on se rend compte qu'il y a certains enseignants qui nous disent qu'il n'y a même pas de projet pédagogique derrière, ça leur tombe dans les mains, et ils ne savent pas quoi en faire.
Donc c'est ça qui nous a à la base réunis. Et le point était bien sûr non pas tant l'outil numérique que l'accès à Internet. Parce que ces tablettes, il faut le savoir, ont soi-disant un contrôle parental. Et quand on regarde, eh bien en fait, on peut aller sur YouTube, on peut aller sur le site de toutes les marques que vous voulez pour faire du shopping en cours, et que les enfants apprennent très rapidement, pour parler avec certains d'eux, à ouvrir plusieurs onglets en cours, bien dès le CM1, où voilà, ils savent faire ça. Donc c'est pas du temps de travail, c'est pas du temps qu'on offre de qualité aux enfants, et surtout, est-ce le rôle de l'éducation nationale de donner à nos enfants accès à des sites commerciaux, à des vidéos de toutes sortes sur Internet? C'est la vraie question qu'on s'est posée. Ensuite, on se disait aussi que ce qui était important, c'est de se rendre compte qu'en faisant ça, l'école légitimait le fait que l'enfant était en droit d'avoir un outil personnel. Et ça, c'est grave, dans le sens où l'enfant ensuite va réclamer aux parents ses accès constamment. Donc c'est du conflit constant à la maison, et que même pour certains parents, eh bien, ils pensent que si l'école donne accès, alors c'est que c'est bon. Et c'est là que le glissement s'opère. Et ça, c'est un vrai point, parce que l'école, pour beaucoup de parents, est vécue comme une sorte de hiérarchie. L'école veut du bien aux enfants, c'est la coéducation. On pense que ça veut du bien, et du coup, on n'ose pas dire non. Et ce dont on s'est rendu compte dans notre collectif, c'est qu'il y avait une vraie souffrance silencieuse des parents. Il y a la plupart des parents qui n'osent pas aller parler de ce sujet-là aux enseignants. Nous, dans le collectif, on l'a fait, mais on voit bien qu'en faisant ça, on expose potentiellement notre relation avec l'enseignant, et on expose nos enfants aussi. Et ça, c'est difficile. Est-ce qu'on a envie de le faire? Pas souvent. Pour donner un témoignage personnel, ma fille vient de rentrer en 6e, on a décidé que ni nous, ni elle n'auraient accès à l'ENT. Bon bah ça y est, on est catalogué dans le collège, hein, c'est fait. Voilà. Voilà. Non mais je veux dire, c'est pas rien en fait, c'est pas rien. Donc sur d'autres sujets, dès que je vais devoir parler à la direction, je sais que je vais être la mère de l'enfant du collège qui n'a pas accès. Enfin voilà. Et pourtant, qu'est-ce que je fais en faisant ça? Ben, j'applique l'article 371 du Code civil, article 1, qui dit qu'il appartient aux parents de protéger leur enfant dans sa santé, sa sécurité et sa moralité. Et moi j'estime que quand on donne accès aux enfants à Internet, avec des contrôles parentaux qui ne servent à rien, puisqu'ils ont accès à YouTube, excusez-moi, alors ben, j'ai mon devoir est de protéger mon enfant et de ne pas lui permettre d'accéder à ça. Or quand je le fais, je suis stigmatisée. Et là il y a un vrai problème, on n'a plus de liberté individuelle. Et voilà, bon ça c'est sur ce sujet-là. Ensuite, la liberté, c'est aussi le droit à la déconnexion des parents. On n'est pas obligé, nous, en rentrant chez nous, d'avoir accès à Internet pour les devoirs des enfants. Et quand on veut ne pas ne pas faire de technoférence, donc le fait qu'un adulte sur écran n'est plus disponible pour son enfant, ben on ne peut pas aller regarder un téléphone ou un ordinateur pour faire les devoirs de l'enfant, puisqu'évidemment on aura des notifications en même temps, enfin on connaît tous ça, on glisse. Donc du coup la technoférence est un vrai problème, et on la remarque aussi dans notre collectif, quant à l'usage des téléphones portables par certains enseignants. On a des enseignants qui prennent des photos des enfants sous un certain angle dans leur classe pour après les mettre sur des comptes Instagram personnels suivis par 15 000 personnes où ils se sont arrangés toute la journée pour prendre les enfants de haut, comme ça on les voit pas trop, mais donc ça veut dire que pendant qu'ils sont en cours avec les enfants, ils pensent à ce qu'ils vont faire à des fins personnelles le soir. Et donc les téléphones portables dans les mains des enseignants, c'est des dérives potentielles, mais c'est un mauvais exemple pour les enfants. On leur dit de ne pas le faire, mais on le fait tout le temps. Donc forcément, ils vont le faire. On a également des questionnements quant à l'égalité d'accès à l'information. Quand tout passe par l'ENT, comment fait-on si on ne veut pas passer par l'ENT, puisqu'on veut protéger notre enfant et montrer le bon exemple? Comment fait-on pour accéder à l'information? On est censé avoir une école gratuite pour tous, mais l'ENT à la maison, c'est une connexion Internet. La connexion Internet, c'est auprès d'acteurs privés, payants. Du coup, c'est pas l'école gratuite pour tous. On impose un modèle particulier. Donc il y a ces questions-là qu'il faut se poser. Également, évidemment, excusez-moi, je perds le fil. On a l'histoire de l'égalité des chances. L'égalité des chances, on dit toujours, mais donner un outil numérique à l'enfant, c'est l'égalité des chances. Mais au contraire, les parents qui seront conscients des problématiques vont encadrer leurs enfants. Les parents qui ne sont pas conscients ou dont les enfants sortent à 15h30 du collège et qui ne sont pas là, ne pourront pas encadrer leur enfant sur écran. Leur enfant, inexorablement, et c'est obligé, va glisser d'un usage au début peut-être éducatif vers des usages autres, voire inappropriés. Et c'est ça l'égalité des chances? Non, c'est pas ça l'égalité des chances. Nous, on s'interroge sur tout ça. Et puis la culture de la surveillance. Un enfant qui entre au collège, normalement, il fait ses devoirs tout seul. C'est sur écran. Il faut qu'on le surveille, mais est-ce qu'on a envie de ça? Cette culture de la surveillance et de l'immédiateté, puisqu'il faut qu'on ait tout de suite les notes de nos enfants avant même qu'eux-mêmes en aient conscience. On en a parlé ce matin, et ça, c'est un vrai problème.
Voilà, il y a ces problèmes-là. Et un autre témoignage que je voudrais vous apporter, c'est l'usage du portable, notamment au lycée. Les enfants ont le droit au portable au lycée. Et dans le collectif, on a des enfants qui disent à leurs parents, mais moi, je n'ose plus embrasser un petit copain, en fait, dans les couloirs. Je n'ose plus aller aux toilettes tout seul, j'ai toujours peur d'être filmée, en fait. Je n'ose plus aller aux toilettes au lycée, voilà. Donc c'est eux-mêmes qui utilisent ces outils-là et qui en souffrent le plus. Ils ont peur d'être tout le temps filmés. Donc peut-être que c'est les aider, qu'enlever ces portables-là, à avoir une vie plus spontanée, à pas toujours se mettre en scène aussi, ou avoir peur, en tout cas, que les autres nous mettent en scène. Et ça, ce n'est pas à négliger. On en est quand même à un point aussi en ce qui concerne le numérique éducatif, où le rapport remis à l'Élysée a dû préciser que le numérique n'est pas nécessaire à l'éducation des enfants. On en est au point où on doit rappeler ce genre de choses. Donc il y a peut-être un petit pas de recul à faire. Quel est le rôle de l'éducation nationale? Parce que peut-être que si on donnait comme les jeux vidéo, vous savez, des années 80, on ouvre quelque chose, cet outil ne sert qu'à une chose, alors peut-être qu'il pourrait y avoir des plus à l'usage d'un outil numérique. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on donne aux enfants. C'est un outil qui donne accès à des usages pluriels, et ça, on ne pourra rien y faire. Ils seront toujours pluriels, ces usages. Donc, on ne peut pas dire que c'est que l'usage qui compte. L'usage, il est multiple. Et je ne pense pas que l'éducation nationale soit habilitée à donner à nos enfants accès au site de Nike, par exemple, parce qu'en cours, ils ouvrent et ils font leurs emplettes, bah, bien sûr. J'ai testé une tablette des Yvelines la semaine dernière, parce que je ne voulais pas venir ici sans l'avoir fait. Donc, j'ai essayé d'aller sur le site de Nike. Ah, le département l'interdit. Et puis, j'ai essayé un autre lien. Ah, bah, c'est bon, en 2 secondes, j'y étais. Donc voilà, merci le contrôle parental, il n'est pas efficace. Je suis allée sur YouTube et la jeune m'a montré. Ah, regardez, il y a des shorts aussi qu'on regarde en cours. Ah oui, ils regardent des shorts. Donc en fait, ils ne sont même plus concentrés sur les cours. Donc voilà, on n'y arrive pas, quoi. Là-dessus, ça rend compliqué. Et puis, il y a aussi l'avenir qu'on offre à nos enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur dit que le numérique, c'est l'outil de demain, qu'il faut qu'ils s'y mettent. C'est l'outil de demain. Or, aujourd'hui, eux, ils sont enfants, ils ne sont pas adultes, déjà. Mais surtout, c'est un avenir tout tracé. On ne leur laisse pas le choix à un autre avenir. Imaginez maintenant qu'on leur donne des cours de bricolage ou de couture. Ah, et ben là, on va créer une autre société. C'est une société où on va réparer, on va réutiliser. En donnant tellement de place au numérique, en voulant, par exemple, les former au numérique, on crée des enfants qui n'utiliseront que ça. Sachez qu'en CM2, dans plusieurs écoles, la gendarmerie intervient et fait passer à vos enfants, sans que vous le vouliez, le permis numérique. Donc la gendarmerie et l'école a décidé que eux allaient donner le droit à votre enfant d'utiliser Internet. Mais si vous ne voulez pas, ben on ne vous le demande pas. Le permis de conduire, vous voulez le passer. Le permis de chasse, vous voulez le passer. Mais là, on le donne à votre enfant. Voilà, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on trouve qu'en termes d'égalité, de liberté individuelle, voilà. Et puis pour revenir sur ce que tu disais au début et sur ce que disait Karine, voilà, nous on n'a pas de ET, pas de tablette, un téléphone fixe, des réveils à la maison, des vrais réveils. Voilà, tout ça c'est facile en fait. Et c'est par l'exemple qu'on donne à nos enfants qu'ils vont arriver à trouver que c'est normal et que c'est pas voilà, c'est pas anormal, mais il faut le faire. Alors, un petit mot pour je représente le collectif Éducation numérique raisonnée, l'association maintenant. Juste pour revenir, ce que tu disais sur le rapport de la commission et la question de l'usage du numérique, il y a eu des voix après la remise du rapport sur les écrans pour dire en fait le problème n'est pas tant le numérique en soi mais l'usage, et les enfants, on l'a vu ce matin, passent la majeure partie du temps à un usage récréatif du numérique. Mais il peut y avoir un usage éducatif, tout dépend de ce qu'on en fait. Et j'ai entendu des voix dans l'éducation nationale pour dire finalement l'écran chez les jeunes doit être régulé, mais l'école peut être une exception culturelle puisque le numérique pour l'école a une vocation éducative. Je crois que l'enjeu ici, c'est de nous remettre en question en premier à l'école pour montrer l'exemple justement et pour réfléchir à un usage raisonné du numérique à l'école. Il me semble que finalement la problématique n'est pas tellement éloignée du numérique récréatif. Le problème du numérique à l'école, c'est aussi une question de temps volé. Quand nos enfants passent trop de temps sur leur smartphone, passent trop de temps sur leurs écrans, il y a un problème de qu'est-ce qu'ils ne font pas à la place. Ils font moins de sport, ils lisent moins, on l'a vu ce matin, ils s'ennuient moins aussi, ils jouent moins, ils parlent moins entre eux, ils ont moins de temps libre, de créativité qui, on le sait, est nécessaire pour leur développement, pour leur épanouissement. À l'école, c'est pareil. À partir du moment où on a introduit des tablettes, et on l'a fait, enfin, ça s'est fait progressivement dans le public grâce par les collectivités territoriales et puis dans le privé financé par les familles. À partir du moment où on donne une tablette individuelle aux enfants, parfois dès la 6e,
finalement, il y a cet effet aspirant, comment dire, omniprésent du numérique qui vient tout aspirer. Et à une vitesse galopante, on a vu nos manuels, nos bons vieux manuels scolaires, nos livres disparaître des écoles, être remplacés par la version numérique, ce qui fait que dans certaines familles, il n'y a plus de livres en fait à la maison, parce que les manuels scolaires ont disparu. Pour faire l'exercice, pour lire le texte à la page 15, l'enfant doit se connecter à sa tablette. Je ne sais plus qui parlait des agendas, moi c'est peut-être ce qui m'a le plus choqué en fait, je sais pas si c'est un truc de prof. Mais quand je me suis rendu compte un peu naïvement en disant pour lundi vous ferez ci, de me rendre compte tout d'un coup qu'en fait plus personne ne prenait de notes parce que les élèves n'ont vraiment plus d'agenda. Et ça veut dire énormément de choses sur la manière dont ils sont déresponsabilisés en classe, dont ils sont complètement passifs, ils considèrent que de toute façon ils auront accès à tout moment à l'information, parce que c'est ça le numérique, à tout moment ils auront accès à l'information, donc la valeur du temps présent n'en a plus. Ils n'ont plus besoin d'écouter, ils n'ont plus besoin de se mettre en situation de se dire qu'est-ce que je dois faire pour la prochaine fois. Ils rentrent chez eux, ils ont une sorte de cerveau à peu près vide, de toute façon ils sont sur leurs réseaux sociaux, sur le chemin, et ils découvrent en se connectant à la maison ce qu'ils doivent faire sans avoir pu poser de questions, comprendre, s'approprier le travail à faire. Alors il y a beaucoup d'autres exemples, on a parlé des bulletins qui sont dématérialisés, le rapport parfois complètement addictif de nos élèves, et on le voit anxiogène aux notes quand ils vont tout le temps consulter sur les ENT, vérifier s'il n'y a pas de nouvelles notes qui ont été ajoutées, calculer si la moyenne a été modifiée, etc. En fait, finalement, tout notre écosystème a été perturbé. Alors on parle de changement de pratique d'apprentissage chez nos élèves, mais c'est aussi un changement de pratique d'enseignement, et je pense que nous, enseignants, on doit se remettre en question, parce que refuser le numérique, ou du moins le cadrer, le réguler, suppose un niveau d'exigence qui est pour nous pas évident en fait, c'est-à-dire que l'heure sonne, il faut qu'on ait pensé, qu'on ait anticipé pour donner le travail à faire pour la prochaine fois, on ne dira pas je l'ajouterai sur l'ENT, ça demande une certaine dose d'anticipation. Et puis il y a tout le développement des évaluations, je pense typiquement au quiz en ligne, qui est un outil extrêmement facile et séduisant pour le professeur, parce que l'élève ne corrige plus, l'élève répond rapidement, etc. Mais avec ça se perd la pratique de l'écriture, qui au moins autant que la lecture est problématique, où nos élèves ne rédigent plus, n'ont plus l'habitude de rédiger, on leur demande de moins en moins. Et en tant que professeur de français, pour avoir corrigé le bac, je suis atterrée du niveau parfois de très bonnes copies, qui ont de très bonnes qualités d'information, même d'esprit de synthèse, mais dont la rédaction, une phrase ne ressemble à rien en fait, où finalement, très probablement par perte d'habitude de rédiger. Et il y a une vraie question, je pense, qu'on doit aborder sur le rapport à la lecture, mais aussi à l'écriture dans notre pratique d'enseignement. Alors ce qu'on propose de manière très concrète, c'est ce droit à la déconnexion dont vous avez été plusieurs à évoquer. On le propose de le mettre en pratique de manière très simple en fait. Donner le droit à la déconnexion, pour nous, tel qu'on l'entend pour éducation numérique raisonnée, c'est de faire du numérique un support complémentaire. En fait, faire en sorte que le numérique ne vienne pas remplacer les outils traditionnels existants, mais qu'il puisse être apporté dans un objectif pédagogique précis par le professeur. Arnaud Lévy disait ce matin, en fait, un bon enseignant fait du mieux, profite du numérique et enrichit sa pratique pédagogique, mais il faut d'abord déjà bien enseigner. Donc dans un objectif pédagogique précis, oui, mais pas pour remplacer. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on attend que les manuels scolaires, les versions numériques, soient en complément uniquement, si nécessaire, mais des manuels papier, mais évidemment de revenir aux manuels papier, et de paramétrer ces fameuses ENT, ces fameux espaces numériques de travail, pour tout simplement les couper de 18h à 8h tous les jours en fait. C'est-à-dire que si c'est coupé, l'élève ne peut pas se connecter, il a été obligé de prendre les devoirs sur son agenda, et finalement, s'il les a mal pris, tant pis, et c'est pas grave. Et c'est peut-être aussi le message qu'on doit donner à nos élèves et aux parents dans les plus petites classes. Moi, je suis atterrée de voir les groupes WhatsApp pour les enfants qui sont en primaire, quand il y en a un qui a oublié le cahier vert et qu'il faut demander quel exercice il faut faire. C'est pas grave, en fait, si on n'a pas bien fait son travail pour le lendemain. Et il faut peut-être en fait, qu'on revienne à cette dose de bon sens, de se dire, en fait, ce qui compte, c'est que l'enfant apprenne, qu'il se sente responsable, mais s'il a raté une information, c'est pas grave, en fait, il vaut mieux de ne pas l'avoir, plutôt que d'aller chercher en ligne l'information objective. Donc notre proposition, il me semble qu'elle est simple à appliquer, elle coûte rien non plus, c'est comme la proposition de Jean pour les téléphones, elle coûte rien en fait, elle demande juste de raisonner, de réguler un usage existant,
Et il me semble qu'elle peut être applicable dans tous les établissements scolaires et elle a le mérite de s'intéresser non pas à l'outil, on n'est pas en train de dire qu'il faut supprimer complètement les tablettes. Alors ça c'est un vaste sujet, savoir comment l'argent public est dépensé, et je pense qu'il mérite une journée à part entière, mais en tout cas avec les tablettes en l'état, on peut dire simplement qu'il faut arrêter de l'utiliser comme support alternatif, mais de l'utiliser comme complément uniquement. Dans certains cas. Madame Denisot, oui. Aude va faire passer le micro parmi vous si vous avez des commentaires à faire, des questions à poser. Voilà, nos invités sont là. Alors, malheureusement, l'autre micro volant n'a plus de piles et on a appris que les piles qui permettaient de faire marcher étaient dans la ville de Bondy. Apparemment, les seules piles en France sont à Bondy. Donc, nous n'avons qu'un seul micro volant et nous avons un micro fixe que nos intervenants se passeront comme ils pourront pour pouvoir vous répondre. Merci. Avant de vous faire passer le micro, je voudrais poser une question à Agnès qui va compléter son propos. Que l'éducation numérique raisonnée propose aussi une charte. La charte, oui. Donc je lui redonne la parole. J'étais mauvaise élève. Non, tout est sur notre site internet. Oui, la charte de déconnexion. En fait, c'était l'objet de la tribune qu'on a publiée en septembre dernier dans Le Monde, et dont certains parmi vous sont signataires, et je vous remercie. On a eu le soutien de nombreux médecins, de chefs d'entreprise, d'artistes aussi. Enfin, on a essayé de lancer une mobilisation de la société sur ce sujet, et j'espère qu'elle n'est qu'au début et qu'elle va continuer. Et ce qu'on proposait, c'était finalement de mettre en place une charte de déconnexion qui serait signée par les familles, les élèves, par les équipes pédagogiques, par l'établissement, où justement les enseignants s'engagent à n'utiliser que le numérique en complément. Alors évidemment, il faut s'entendre, peut-être proposer 2 heures le week-end, ou prévoir une activité, éventuellement une recherche sur Internet, mais de manière générale, de ne pas utiliser le numérique pour les devoirs à faire à la maison, de sanctuariser ce temps de concentration. Et très important que la réciprocité, que les parents s'engagent aussi à respecter un cadre de vie, une hygiène de vie, notamment les pas de Sabine Duflo, les 4 pas, parce que voilà, moi, les échos que j'ai aussi quand j'en parle à mes collègues, c'est me dire en fait le problème de toute façon c'est qu'ils regardent, ils font des jeux vidéo jusqu'à tard le soir, donc c'est bien si on donne pas de travail à faire à l'école, à la maison, pour les devoirs à la maison, mais ça changera rien. Donc en effet, il faut un engagement réciproque qui est de sanctuariser des moments sans écran à la maison pour le temps des devoirs, pour le temps avant de se coucher, pour préserver le sommeil, avant d'aller à l'école le matin, notamment pour le primaire, comme le disent les enseignants en primaire. Vous voyez un enfant qui a eu accès à un écran le matin, vous voyez son niveau de concentration. Donc voilà l'idée de cette charte. Et en effet, on propose pas mal d'informations sur notre site internet. Et on propose aussi des ateliers de réflexion participatifs à mettre en place dans les établissements scolaires, si vous êtes intéressés ou si vous en connaissez qui sont intéressés, dont l'objectif pourrait être la réalisation concrète de cette charte de déconnexion en impliquant les équipes pédagogiques. Merci. Donc moi j'étais longtemps enseignante au lycée, puis maintenant à l'INSPE, mais là c'est plus par rapport comme prof de lycée, je voulais souligner à quel point quand quelque chose se met en place, on l'a bien entendu, c'est avec des chefs d'établissement un peu différents de celles et ceux que l'on a en face de nous en général. Le plus souvent, ils nous font peur, donc en nous disant attention, vous voulez faire mettre les portables dans une boîte ou sur les bureaux, s'il y en a un qui est volé, hein, c'est le lycée qui va payer. S'il y en a un qui est cassé, hein, donc on n'a plus du tout de soutien en termes en général de vie scolaire ou dans la relation de parents, etc. Et c'est plutôt ce type de réaction. C'est pour ça que quand on a un changement dans la direction qui voit les choses autrement, quelque chose devient possible. Donc l'importance de continuer à faire pression aussi sur les hiérarchies et l'importance des collectifs, parce qu'on on se sent très vite isolé, soit comme enseignant, soit comme parent. Et c'est quand même, bon, il y a des courageuses et des courageux, mais c'est quand même c'est plus compliqué que quand on arrive à se solidariser. Je voulais aussi dire, en tant que parent, là,
par rapport aux listes de classe WhatsApp ou autres réseaux sociaux. C'est dès la 6e, le plus souvent, il y a vraiment une ambivalence de la position des établissements scolaires, puisque en tant que prof ou même en tant que CPE, on peut très bien faire passer un message à la classe par les délégués. Donc on sait très bien comment ils vont faire passer le message à la classe. On sait très bien qu'il va y avoir un groupe classe qui va être créé quasiment avec, c'est presque une injonction institutionnelle en fait, puisqu'on fait passer constamment des messages à la classe, sans se demander comment les messages vont passer. Quand on souligne le problème en collège, en tant que parent, en disant il faudrait quand même qu'il y ait au moins un adulte dans le groupe, que ce soit un parent ou que ce soit un enseignant, prof principal, par exemple, pour réguler, parce que c'est des espaces de harcèlement, en fait, naïfs, même. On a, pareil, des directions extrêmement frileuses en disant « oui, mais écoutez, je ne sais pas, on noie encore le truc », et on arrive en fait à rien. Donc c'est vrai qu'il y a cette nécessité de se solidariser ou de poser des problèmes collectivement, parce que l'éducation nationale n'est pas du tout coopérative spontanément comme institution. On a des individus aujourd'hui, en fait, ça relève de la militance, et c'est très bien, mais ça serait bien qu'on passe à un autre niveau. Et après, pour Pronote, comment, comme prof, en faire un usage, des fois, un peu transgressif, avec des coefficients zéro. Il y a Karine qui va réagir au propos de... Il y a Karine qui va réagir au propos de ma réponse. Oui, ça marche, mais il faut pas. Voilà. Oui, par rapport à cette... On entend là? Ouais, par rapport à ce fait donc, que l'école n'est pas du tout coopérative pour aider les parents, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque là, elle avance comme un rouleau compresseur sur le numérique. Moi, sur ça, je voudrais vous rappeler juste quelques chiffres un petit peu édifiants qu'on tire des programmes officiels du primaire et du collège. J'avais essayé de voir le nombre d'occurrences du mot livre dans l'intégralité des programmes du primaire et du collège, donc en dernière version. On trouve 13 fois le mot livre, au singulier ou au pluriel. Face à ça, on trouve 63 fois le mot numérique. Donc, si vous voulez, ça nous donne quand même une sorte de rapport qui infuse jusqu'à l'université, aux universitaires qui fabriquent les programmes aussi. Mais c'est pas tout, on a aussi 44 fois le mot logiciel, 174 fois le mot technologie, au singulier ou au pluriel, 250 fois le mot information et 69 fois le mot communication. Et ce matin, on a eu cette intervention de M. Benassaya qui nous disait à quel point la communication n'était pas la compréhension. Je ne sais pas combien de fois on a le mot compréhension dans les programmes scolaires, et je ne l'ai pas noté, mais il faudrait le chercher. Par contre, voilà, on a ces occurrences-là. Donc c'est pour dire à quel point l'institution, elle est non seulement pas coopérative, mais là, elle est dans son cœur noyautée par l'impact technologique, par les entreprises qui ont gagné. Mais c'est pas perdu, on continue. Je me permets de rajouter juste une information par rapport au fait que l'éducation nationale ne soit pas aidante. J'ai un collègue qui m'a parlé la semaine dernière qui disait qu'il avait école directe pour gérer sa classe et que désormais, alors lui était modérateur du chat de classe, mais qu'ils avaient retiré maintenant toutes les fonctionnalités qui permettaient de retirer a priori les messages. Donc, deux mères d'élèves s'étaient incendiées sur le site et sur le chat de classe, et que lui n'avait pu retirer les messages qu'une fois que les insultes étaient passées, en quelque sorte. Vous voyez, donc en plus, ce que propose l'Éducation nationale actuellement, c'est que le professeur soit modérateur 24 heures sur 24, et qu'une fois que les messages sont postés, il puisse les retirer, mais seulement à ce moment-là.
Merci pour vos témoignages. Ma question, en fait, j'ai deux questions. La première rejoint un peu l'intervention précédente, c'est-à-dire que vous avez fait état des pressions, de la pression sociale, des autres familles, de l'entourage, des collègues vis-à-vis de votre démarche. Qu'en est-il de vos rapports avec la hiérarchie de l'institution scolaire? Est-ce qu'elle sanctionne? Est-ce qu'elle dissuade, peut-être, j'imagine, etc. Quel est votre rapport avec la hiérarchie, à la fois au niveau de l'établissement scolaire comme au niveau un petit peu académique ou rectorat, voire au niveau du ministère? Et ma deuxième question, c'est votre observation de l'entrisme des entreprises du numérique GAFAM, mais particulièrement EdTech, dans soit vos établissements, soit dans l'école en général. On a beaucoup parlé du partenariat avec Microsoft en 2016, me semble-t-il. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est un peu plus pernicieux, cet entrisme des entreprises de la tech dans l'école? Merci. Alors, David va répondre à la première question et Karine à la deuxième, je pense. Voilà, juste pour faire court sur la première question, moi ce que je perçois, c'est que depuis que Gabriel Attal a évoqué de manière opportuniste et politicienne le fait que les portables étaient un problème, eh bien, moi ce que je vois, ce que je considère, c'est que j'ai eu plein d'appels de journalistes qui voulaient couvrir le sujet, etc. Donc peut-être que c'est à nous d'être opportunistes aussi, et sachant qu'il y a bientôt des élections, d'essayer d'agir, c'est ce que je me suis dit, et de profiter en stratège de la situation. Après, il est évident que les organes de régulation, que sont par exemple les inspecteurs, par exemple, ne visent qu'à maintenir une structure. Donc il ne faut pas compter sur eux, si vous voulez. Mais moi, je ne compte pas sur eux directement. Voilà. Oui, sur l'entrisme des EdTech, ce dont j'ai connaissance, c'est à quel point l'État les favorise, donc organise régulièrement des conventions pour les mettre en valeur, etc. Et suite au Covid, il y a même un labo spécial de l'éducation nationale dédié à l'innovation qui a été créé, qui s'appelle le 110 bis, qui se trouve en fait au 110 bis boulevard de Grenelle, enfin au siège de l'éducation nationale, du ministère. Et donc ce labo est dédié à l'innovation numérique. Et donc les enseignants peuvent faire appel à lui pour concevoir des outils ou pour se former, etc. Donc au cœur du ministère, il y a cette politique. Et puis ça va même plus loin. Tout à l'heure, on parlait des collectivités locales qui ont une grosse responsabilité dans l'équipement des collèges et de toutes les écoles. Et vous avez maintenant un référent numérique au sein de chaque rectorat qui a pour mission d'aller faire de la retape, en gros, dans les collectivités locales pour leur vendre la panoplie. Donc ça consiste à aller trouver chaque collectivité, donc une commune par exemple pour le primaire, pour leur dire voilà de quoi une bonne école a besoin pour bien fonctionner. Peut-être il vous faudrait un tableau blanc interactif, est-ce que vous avez une solution de NT, etc. etc. Et donc ça, c'est effectivement dans une circulaire, la mise en place de ces référents numériques qui vont véritablement faire de la vente dans les collectivités locales. Donc c'est quand même assez dément, en fait, quand on y pense. Voilà, donc moi je vous invite sur chaque ENT de vos enfants, que ce soit Pronote ou je ne sais pas lesquels, il y en a plusieurs, c'est d'aller chercher sur Internet, mais c'est qui cette boîte? C'est qui cette boîte? Et vous cherchez, voilà, jusqu'à ce que vous ayez trouvé, en fait, les créateurs. Et en général, c'est une boîte privée qui n'a rien d'intérêt général. Pronote, c'est la poste. Je sais, j'ai fait la recherche. Oui, bonjour. Moi, je ne suis pas du tout professeur. Moi, je suis avocat en droit du travail et je vois les désastres de la hyperconnexion sur les salariés et les conséquences qui sont le burn-out. Donc, dans l'école de mes enfants, il y a une tablette qui a été mise en place à partir de la 5e. J'ai lutté contre cette tablette. Je passe pour l'amiche de l'école. Mon fils, qui est aujourd'hui en 4e, est le seul à ne pas avoir WhatsApp, alors que c'est interdit au moins de 16 ans. Donc, il est exclu de tous les groupes, pour les groupes de foot, les groupes de soirée, mais il arrive par ailleurs à être invité. Ma question, c'est sur l'hyperconnexion liée aux devoirs qui sont mis le vendredi à 19 h
qu'on découvre le dimanche soir, qui ont mis ma fille qui est en 6e dans un état de stress pas possible, une ambiance familiale désastreuse parce qu'il fallait absolument rédiger le devoir de Sciences Nat. Et ma question que je vous pose à vous, professeurs, c'est comment ne pas me mettre l'établissement à dos? Comment faire pour que mes enfants ne soient pas fichés par la mère Amiche qui est déjà déléguée de classe et qui lutte contre les tablettes? Et surtout, ce qui m'étonne, c'est que je suis dans une école qui est dans un quartier de centre de Paris très privilégié, avec des parents qui sont la plupart CSP++, de gros postes, et je suis effarée, enfin je n'arrive pas à expliquer comment est-ce que ces enfants et ces parents ne se rendent pas compte et laissent faire. Enfin, je suis admirative de tous les professeurs qui sont en banlieue dans des lycées en difficulté, mais nous les enfants à l'école, ils sont, je pense que l'aide sociale à l'enfance pourrait intervenir à de nombreuses fois, tellement ces enfants sont certes très fortunés, voyagent, mais il y a un abandon total et je suis surprise par l'absence de réaction des parents. Ils laissent faire et en fait, comme m'a dit un autre père délégué, il me dit mais en fait, ils ne luttent pas contre la tablette parce que chez eux, les enfants ont déjà des tablettes et des iPhones. Donc ma question, c'est comment faire pour essayer de faire bouger l'école, faire que les profs respectent ce droit à la déconnexion qui est imposé, comme vous le disiez justement, en entreprise. Et un manager qui envoie un mail le week-end, ça peut être du harcèlement, il peut être sanctionné. Mais un professeur qui envoie un mail un vendredi soir à 19h et si ma fille n'a pas fait son devoir, elle est sanctionnée, comment faire? Voilà, c'est vraiment, j'ai besoin de votre avis pour ne pas me mettre les profs à dos. Voilà. En fait, on sèche un peu, je vous avoue. Après, ouais, en fait, je trouve ça. Enfin, ce qui m'inquiète, c'est le fait que. Enfin, vous avez toute légitimité à dire que ce devoir ne doit pas être fait. En fait. Enfin, moi, je l'ai fait moi-même dans l'école de mes enfants. Voilà, on a eu un travail qui a été donné au milieu des vacances. Et donc, j'ai écrit un mail à la direction en disant que nous n'avions pas le livre, étant donné que le travail n'a pas été donné en classe avant de partir en vacances. Et qu'à partir du moment où c'est des vacances, c'est des vacances. Je n'ai pas eu après de retour négatif, au contraire, la prof s'est plutôt excusée en disant oui, je suis désolée, j'ai pas eu le temps et c'est pas grave. Donc je pense qu'il faut. Alors en effet, il faut éviter de se mettre les gens à dos, il faut vraiment rentrer dans un dialogue. Alors le mieux c'est de prendre des rendez-vous physiques, hein. Moi je conseille toujours, il faut voir les gens en vrai, toujours. D'abord ça évite les quiproquos, quand on passe par l'écrit, souvent c'est pas forcément dit dans des termes. Enfin, on ne lit pas la même chose que ce que la personne écrit, en fait. Voilà, il y a quand même le côté personnel qui rentre en jeu. Donc voilà, je pense que le mieux c'est de prendre un rendez-vous avec la direction. Et je suis étonnée quand même de savoir que les parents, alors qu'il y a quand même des parents qui ont accès à des médias, à des informations, ne se rendent pas compte du danger que c'est un petit peu effrayant. Et je sais qu'il y en a plein. Donc il faut faire de la communication. Et donc vous faites appel à l'ENR. On va aller faire une petite conférence dans votre établissement, je pense. Je vais essayer d'y répondre aussi tout à l'heure quand j'interviendrai sur le pacte smartphone, mais une des réponses c'est faire de l'entrisme. Tu parlais d'entrisme tout à l'heure, on peut faire de l'entrisme dans l'autre sens, c'est-à-dire investir les associations de parents d'élèves, coaliser des parents autour de soi, rejoindre les conseils d'établissement, coaliser les enseignants, parce qu'il y en a en fait. Et en faisant comme ça, progressivement on arrive à faire passer nos messages et on arrive à faire changer les choses, mais par contre c'est un travail hyper chronophage. Malheureusement nécessaire, donc j'essaierai de développer tout à l'heure, mais ça peut être une manière. Et je voulais aussi répondre à la question par rapport aux journalistes. Les journalistes aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui suivent ces sujets-là et qui à chaque fois qu'il y a un moment vont relayer, vont faire des articles. Donc les moments, ça a été le mois d'avril avec le travail de la commission écran. Là récemment, il y a eu le rapport de l'Open sur l'évolution enfin l'étude qui a été faite par l'Observatoire sur les smartphones numériques. Et en fait, je pense que tous les collectifs, on a un travail à faire d'informer correctement certains journalistes ou de leur donner la bonne analyse de la situation. Je vais vous donner deux exemples très concrets. En 2020, la dernière fois que cet observatoire a fait une étude sur le taux d'équipement en smartphone, l'âge moyen c'était 9 ans et 9 mois. Maintenant, il est de 11 ans et 4 mois, ça fait 18 mois de progression. Il n'y a pas eu un journaliste pour le relever. Ils ont préféré faire des articles, les gros choux sur ça continue, ça va pas, etc., alors qu'en fait, il y a quand même une dynamique qui est en train de se créer. Sauf que nous, tous les collectifs, on en est conscients parce qu'on suit le sujet de près, et c'est à nous d'écrire à ces journalistes. Et à nous de les informer pour qu'ils mettent la bonne information en avant. Le deuxième point, c'est on voit souvent des choses choquantes qui sont produites par des journalistes, et c'est peut-être aussi à nous de leur écrire. Je me rappelle d'un éditorial de Ouest France, qui reste quand même le plus gros quotidien de France, hein, où il citait
quelqu'un que je ne vais pas nommer ici pour ne pas faire de name and shame, mais qui est un lobby du numérique identifié. Il faut qu'on écrive à ces journalistes en leur expliquant que quand ils citent des pseudo-spécialistes, ces gens-là, ils ne sont pas identifiés par le collectif Attention comme étant neutres et indépendants sur la question. Donc par effet miroir, peuvent se poser la question de l'indépendance des gens qui citent. Parce que pour l'instant, on n'est pas dans une situation où on peut dénoncer le lobby, mais par contre, par effet miroir, on peut citer les experts qui travaillent sur la question de manière indépendante. Il y a juste un retour de maman sur cette question. Je voudrais juste dire par rapport à notamment le point qui a été soulevé là, nous ce dont on se rend compte, c'est qu'avec le collectif on allait rencontrer des présidents de départements, on allait rencontrer le conseiller Valérie Pécresse à la région Île-de-France, on a quand même rencontré des gens qui sont ceux qui distribuent les tablettes, les ordinateurs dans tous les lycées et les collèges. Et il y a un poncif qui revient sans cesse, c'est de dire mais pourquoi nous on ferait quelque chose? De toute manière tous les enfants sont hyper connectés. Et moi ce que je veux dire c'est que ce n'est pas vrai, dans le collectif on a plein d'enfants qui ne sont pas connectés et que ces enfants-là sont invisibilisés. Et vraiment c'est comme si ça n'existait pas. Aujourd'hui ce n'est plus possible, c'est même très étrange d'avoir une famille dans laquelle un enfant n'aurait pas accès du tout aux écrans. Même parfois moi j'ai honte de le dire en fait. Alors que je protège mon enfant par rapport au texte de loi, etc. Mais j'ai honte de dire que mes enfants n'y ont pas accès. Alors voilà, c'est dingue. Et ce que je veux dire c'est que ça vaut le coup d'aller contacter, d'envoyer un courriel, de demander un rendez-vous aux députés, au président de département, à la région. Parce qu'à chaque fois ils disent mais personne ne nous fait remonter l'information, tout le monde est content. Je pense que si chacun de nous envoyait un courriel quand ça ne nous satisfait pas, alors peut-être qu'ils se saisiraient du problème. Mais quand c'est un collectif, une fois tous les 3 ans, qui les contacte, bah pour eux c'est pas grand chose. À partir du moment où il y a plein de gens qui vont faire remonter l'information, mais il faut le faire. Il faut qu'on se remonte les manches, quoi, vraiment. Il y a des collègues aussi, moi je sais qu'à Viroflay, ils ont distribué les tablettes aux enfants sans contrôle parental l'année dernière, mais 0 contrôle parental. Et il y a un collectif qui s'est créé, et ça a été des fins de non-recevoir sans cesse. En fait, le problème c'est qu'on passe pour des emmerdeurs, alors qu'on est juste là pour protéger nos enfants, et que la coéducation, c'est partagé. Et quand ça déborde chez nous et notre liberté individuelle à notre domicile, on est en droit de parler. Donc il faut faire remonter l'information parce qu'il y a une chose à dire, et pas forcément à vos enseignants, parce que là vous vous exposez directement et c'est dur, parce que vous les connaissez. Allez plus haut, l'inspection, tout ça aussi. Moi j'ai une expérience à vous partager dans le collège-lycée où j'enseigne, à Paris, et dans le privé. Les parents d'élèves ont alerté la direction sur le fait qu'effectivement, lorsque les notes étaient mises en ligne par les enseignants, les parents avaient connaissance immédiatement, les élèves avaient connaissance immédiatement, et que ça générait effectivement ce que vous avez décrit, c'est-à-dire un stress et un dégoût du travail qu'ils avaient produit lorsqu'ils recevaient des mauvaises notes. Eh bien, notre chef d'établissement a réagi de façon tout à fait pertinente. Elle a décidé de déconnecter les notes. Alors, il y a la possibilité de retarder de 48 heures, mais il y a la même possibilité de déconnecter les notes. C'est-à-dire que les parents n'ont plus accès aux notes. Et aucun professeur ne s'en est plaint. Le chef d'établissement nous a dit, en réunion de rentrée, en l'occurrence, je vous engage à continuer à faire signer les parents la copie pour valider qu'ils aient eu connaissance de la note. Voilà. On garde l'outil numérique parce que c'est évident que pour composer les bulletins scolaires, c'est absolument nécessaire. C'est un outil indispensable. Voilà. Sans quoi elle a raison. Hein. Et pour le reste, il y a des possibilités techniques très simples, mais il faut dialoguer. Vous avez tout à fait raison. Il faut dialoguer. Il faut expliquer où sont les limites de l'outil et que l'outil n'est pas le roi, mais uniquement à l'usage pédagogique. Et si c'est contre-productif, eh bien, il ne faut pas hésiter à déconnecter l'outil de l'immédiateté, et ça marche très très bien. On peut le rajouter dans la charte. Je voulais juste... Caroline Deleuze, Pacte Smartphone, qui est là, d'autres. Je pense juste à la Suède. Est-ce qu'on n'a pas des exemples, enfin des choses à tirer
de leur processus de renoncement au numérique à l'école dont on peut s'inspirer. Est-ce que ça ne peut pas nous guider pour faciliter des décisions? S'ils ont mis ça en place et qu'ils ont réussi à le faire, alors certes dans un pays à un moindre nombre, mais s'ils ont réussi à mettre ça en place et qu'ils ont été suivis, il y a certainement des choses à apprendre. Donc je ne sais pas s'il y en a qui sont spécialisés ça, mais je pense que là on aurait à creuser. Qui journaliste peut nous aider? Moi j'avais suivi une conférence justement sur cette histoire des livres numériques. Un spécialiste de neurosciences nous a expliqué qu'en fait, dans l'apprentissage, il y a une partie spatiale. C'est-à-dire que, comme l'exemple de ce matin sur l'histoire du chauffeur VTC ou taxi avec un GPS, en fait, quand vous apprenez un cours, vous visualisez que la définition elle est en haut à gauche, vous visualisez que l'exemple il est en haut à droite, vous visualisez que Louis XIV en Majesté il est au centre. Et vous avez, en fait, au moment de votre apprentissage, plusieurs niveaux d'information. On connaît tous la mémoire visuelle, la mémoire auditive, etc. Et ce spécialiste nous expliquait qu'il y avait aussi une mémoire spatiale. Qu'en fait, le fait de scroller, de pouvoir scroller en permanence et de perdre la vision spatiale, c'est ça qui déconnectait et qui décourageait l'apprentissage, enfin, qui perturbait l'apprentissage. Et en fait, les gouvernements des pays du Nord avaient imposé le tout numérique. Et ils ont eu le courage de dire on s'est planté, on supprime le tout numérique et on revient aux versions papier. À suivre. Bonjour, je voudrais simplement nuancer les propos de madame en tant qu'enseignante d'abord. Ça fait 20 ans que je suis dans un lycée en Seine-Saint-Denis et donc on a eu plein de proviseurs de passage et je trouve qu'ils se sont pour le coup tous emparés de ce sujet. Nous, notre dispositif il a été mis en place sans aucune difficulté et on a d'ailleurs depuis cette année la proposition d'une subvention de 5 000 €. Alors on peut en débattre et se dire que ces 5 000 € là auraient pu servir à autre chose, mais ils ont été fléchés sur l'achat de boîtes à téléphone, parce que nous on prend les téléphones aussi depuis plusieurs années à l'avant, enfin on est tous les deux professeurs de PS, on prend les téléphones avant chaque cours, et donc la question de la responsabilité sans doute a été évoquée, et donc on va avoir des boîtes à téléphone fermées à clé. Et il y a 60 enseignants qui ont répondu à un petit sondage et 57 étaient totalement positifs, enfin, voilà, pour ce fonctionnement. Donc voilà, en tant qu'enseignant, je trouve que c'est plutôt positif et les chefs d'établissement nous suivent dans ces démarches. Ensuite, en tant que maman aussi de 3 enfants dans Paris Centre, je crois qu'aussi les principaux de collège sont confrontés à une autre problématique. C'est aussi la pression des parents d'élèves. Je vous donne, quand elle nous a accueillis donc pour la rentrée de ma fille en 6e, j'en ai une en 4e. Pour la rentrée de ma fille en 6e, elle nous explique que le téléphone donc, est interdit dans ce collège et qu'elle ne souhaite absolument pas que les élèves de cet âge-là aient un smartphone. Et puis donc voilà, on est tous très attentifs et elle enchaîne son discours en nous disant mais donc voilà, par contre c'est vrai que dans ce collège, nous avons uniquement des manuels numériques. Donc évidemment ça pose question. Et les parents ont tout à fait la possibilité de demander, malgré tout, des manuels. Ce qu'on a fait, puisque ma fille, moi, en 4e, n'a toujours pas de téléphone, mais c'est la seule sur 29 élèves. Autre pression des parents d'élèves, je trouve. Moi, je n'affiche pas en tant qu'enseignante par rapport aux parents d'élèves, mais je suis pour la suppression de la moyenne générale sur Pronote, puisqu'on a vu les attitudes de nos enfants, élèves, se connecter 30 fois par jour pour voir si le 14 qu'ils avaient eu en SVT allait diminuer de un dixième de leur moyenne générale. Et les parents ont tellement fait pression. Moi, j'ai entendu des termes de compétition. La compétition n'est pas un gros mot dans l'éducation nationale. Les parents qui tiennent ce discours, et ils ont tellement fait pression, alors que la principale était totalement opposée à ce fonctionnement, que la moyenne générale est revenue sur Pronote. Je l'ai constaté il y a 2 semaines. Donc voilà, moi c'est un message un peu nuancé, c'est-à-dire que je crois que l'éducation nationale s'est emparée du sujet, elle fait ce qu'elle peut, avec aussi dans certains établissements
chose à laquelle je ne suis pas du tout confrontée dans l'établissement de Seine-Saint-Denis, mais pour autant, dans l'établissement de mes enfants, je constate quand même que voilà, c'est compliqué pour eux aussi d'agir en toute liberté, on va dire. Est-ce que je peux ajouter quelque chose par rapport aux boîtes qui ont été évoquées pour mettre les portables? On a eu un rendez-vous de notre collectif avec le conseiller éducation de Valérie Pécresse. Durant ce rendez-vous, il nous a dit que la région prenait très au sérieux la dimension sanitaire de l'usage des téléphones portables des lycéens dans les salles de classe et que la région souhaitait débloquer un budget pour chaque lycée. Un budget débloquable très facilement puisque chaque lycée pouvait donc acheter des boîtes à mettre à l'entrée des salles de classe pour les collèges et qu'après elle demanderait le remboursement. Donc ça se fait très facilement, il n'y a pas des appels d'offres à faire ou autre. Donc si parmi vous il y a des gens dans les lycées, est-ce que vous pourriez nous dire déjà si c'était mis en place? Parce que ça c'était un rendez-vous qui a eu lieu en fin juin, début juillet. Et donc quand on a eu ce rendez-vous, on leur a dit extraordinaire, vous prenez en compte donc l'enjeu sanitaire, mais alors pourquoi vous mettez ça en place que dans la salle de classe et non pas à l'entrée du lycée? Puisque les problèmes pour les enfants, ils ne sont pas tant dans les salles de classe que dans les toilettes, dans les couloirs, partout. Et bon, là, il a botté en touche, mais à notre question de dire si un établissement choisit de prendre cette somme pour mettre les boîtes à l'entrée du lycée plutôt qu'à l'entrée des salles de classe, est-ce qu'il aura le droit? On nous a répondu oui. Ça vaudrait peut-être le coup de diffuser largement le message, notamment éducation numérique raisonnée auprès du personnel de direction. On peut flécher apparemment, si tant est que ça soit vraiment mis en place, mais en tout cas, ils y ont réfléchi. C'est un sujet sur lequel ça vaut le coup de les relancer, je pense. Faut tenter. Oui, donc effectivement, les boîtes portables, c'est une option. Les portiques également. Mais en fait, ce sont des correctifs. Des correctifs à la simple présence de ces objets qui n'ont rien à faire dans un établissement. Et comme toujours, c'est sur les usagers que repose la charge de corriger le problème. C'est exactement comme la cybersécurité, qui est tout autant que les outils numériques, qui fait partie de l'écosystème économique. Donc on nous vend le problème, derrière on nous vend la solution. Et donc en fait c'est le même, les EdTech vont pouvoir autant vous vendre un logiciel qu'un matériel, qu'un système de sécurité. Voilà, comme dans les armes, vous avez l'arme et puis l'arme qui permet de faire la contre-offensive. Donc peut-être qu'il faut sortir aussi de cette logique de défense, sinon on va toujours garder et le coût mental et le coût financier pour les établissements et pour les parents de faire cette résistance. Je crois que maintenant il faut quand même oser prononcer les mots décroissance numérique et sortir de cette logique. Parce que si on n'est que en défense, en fait on ne fait que nourrir l'écosystème numérique, donc la croissance de ce système continue. Voilà, c'est pour un peu apporter un autre son de cloche. Merci. Juste un petit mot pour vous annoncer à vous six que nous aurons 2 dernières questions, une de madame et une autre d'un jeune homme ou de sa sœur ou de sa cousine, je ne sais pas, mais d'un jeune à qui on a laissé la parole. C'est important. Bonjour. J'ai plusieurs questions en une. Je vais essayer d'être très rapide. Je suis à la fois parent d'élèves et enseignante. D'abord, je voulais savoir si dans la charte que vous proposez, que propose le collectif Éducation numérique raisonnée, vous faisiez mention du temps d'écran durant la classe. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les parents, à la fin de la journée, sachent quelle est la durée d'exposition de leurs enfants aux écrans? En comptant le TNI? Voilà, en tant que parent d'élève, est-ce qu'on pourrait savoir ça? Moi, je n'y appartiens pas dans l'établissement de mon enfant, parce qu'on me dit que c'est du numérique éducatif, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc pendant des heures, puisqu'ils n'ont pas de manuel papier, ils sont exposés. Deuxièmement, moi je serais un petit peu moins optimiste que vous sur la région Île-de-France, parce que quand même, vous l'avez peut-être dit ce matin, je n'étais pas là, mais la région Île-de-France interdit désormais les livres, interdit les manuels papier. Oui, depuis la rentrée. Alors moi je suis enseignante à un lycée en Île-de-France et je les confirme que les manuels sont uniquement
même plus numériques, mais granulaires. C'est-à-dire que ce ne sont même pas des manuels édités par des éditeurs, ce sont des capsules, c'est-à-dire que ce sont des supports déstructurés, sans édition. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très très inquiétant, et moi je crains qu'il y ait au contraire beaucoup de cynisme et de double discours de la part de la région. Je suis sans doute un naturel pessimiste, excusez-moi, mais voilà, moi je suis très très inquiète de voir ça, et pour avoir été, ça fait 20 ans que j'enseigne, et j'ai été dans les premiers à utiliser ce qu'on appelait les TIS, les nouvelles technologies. Je suis enseignante de langue, donc il y a même une association qui s'appelait Cyberlangue. Alors on se réunissait à nos propres frais. L'été, on faisait des colloques, on voyait tout ce qu'on pouvait utiliser en langue vivante, ça ne s'appelait pas encore le numérique, mais tout ce qu'on pouvait faire pour enseigner avec les nouvelles technologies. Et petit à petit, je me suis progressivement détachée de ces outils, parce que je m'aperçois que moi, les élèves que j'ai, ils sont en fin de scolarité, et les élèves qui réussissent le mieux, c'est-à-dire qui ont la plus grande marge de progression, peu importe leur niveau de départ, mais ceux qui vont vraiment arriver à se mettre au travail, se concentrer, progresser, améliorer leurs connaissances et leurs compétences, ce sont ceux qui sont habitués ou qui sont capables de travailler avec un papier, un crayon, et non pas la dépendance déjà installée à l'ordinateur. C'est déjà installé. Là, enfin, je pense qu'il faut vraiment penser le coup d'après. Et quant au corps, vous parliez des cours d'inspection. Les cours d'inspection, leur travail, c'est de chercher tout ce qu'on peut imposer aux enseignants pour utiliser ce matériel qu'on a fait acheter. C'est-à-dire que, oui, alors en maternelle, on fait des petits puzzles, mais voyons si on ne pourrait pas les faire plutôt sur tablette. Voilà. C'est ça qui est en train de faire l'institution aujourd'hui, vraiment. Et là, je le dis en tant que parent d'élèves du privé. Je reçois, si certains sont parents d'élèves dans le privé, vous recevez peut-être comme moi un magazine qui s'appelle le magazine de l'Appel, qui est l'association des parents d'élèves du privé, et qui incite très fortement à l'utilisation numérique. Et quand les appels font venir des intervenants, soi-disant pour faire de la prévention, moi je suis allée en tant que parent d'élève de 6e à une intervention, soi-disant pour prévenir les mauvais usages du numérique. Au final, en fait, le vrai message, c'est mettez-vous numérique, utilisez des casques de réalité virtuelle avec vos enfants, allez lire Hugo Décrypte, allez écouter les vidéos d'Hugo Décrypte, etc., etc. Donc, vous parliez d'entrisme, et pour moi, l'entrisme, il est bien là. Je le vois en tant qu'enseignant du public, en tant que parent d'élève du privé, et je pense que la formule d'éducation numérique raisonnée, elle est un petit peu... Elle est trop gentille, elle est trop douce. Voilà. Ça, je pourrais répondre peut-être à la première partie, Christophe, allez dire. Pour la question du temps d'écran. Du temps d'écran à l'école, c'est une question délicate, et je pense qu'elle mérite d'être posée. Il me semble, dans notre approche, quand on dit que l'enseignant doit s'engager à demander du travail à faire à la maison sans connexion aux écrans, sans recours aux écrans, ça suppose en effet qu'à la maison il y a un manuel physique, et que l'élève prenne les notes en cours en fait avec du papier et d'écriture en fait. C'est-à-dire que ça suppose toute une exigence dans l'enseignement qui ne repose pas sur le téléchargement de cours, d'éléments à aller regarder à la maison, qui est directement donné à l'élève en fait. Ça suppose une attitude active en place, et que le numérique soit réservé à des usages précis. Voilà, après ça a ses limites évidemment. Mais Christophe s'est beaucoup penché sur la question des manuels granulaires. Juste sur le tas d'intervention, on aurait pu avoir plus de conflits avec la région, si vous avez votre question de dialogue. La région n'interdit pas de nature la mesure où ils sont en train de pouvoir. Simplement, c'est que la région permet de financer un manuel papier à chaque prof. Donc, elle propose au lycée d'offrir un manuel papier par élève jusqu'à la prof, et c'est le directeur. C'est le chef d'établissement, le proviseur qui choisit, normalement après une consultation de l'équipe pédagogique. Dans les faits, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais elle propose donc de financer un manuel papier jusqu'à la prochaine réforme, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de renouvellement annuel, ou alors une option, un manuel numérique, une licence par an et par élève. Donc en fait, les chefs d'établissement peuvent avoir tendance à privilégier les manuels numériques parce qu'ils peuvent en avoir un chaque année, donc avoir des manuels numériques
qu'ils considèrent à jour et plus récents. Voilà, pour l'instant, c'est bien sûr nous ce qu'on veut, et Jean va compléter, mais ce qu'on souhaite absolument, c'est obtenir de la région une proposition de renouvellement de manuels papier à un rythme plus fréquent, alors tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, c'est question de budget aussi du côté de la région, mais que les chefs d'établissement et les proviseurs aient un véritable choix entre manuel papier et manuel numérique. Voilà. Je suis d'accord avec vous sur le concept, hein. De toute façon, ce manuel numérique, il ne marche pas, qu'il soit sur Plantry ou qu'il soit, de toute façon, il ne marche pas, mais on est bien d'accord, on préfère manuel papier. Juste pour préciser concrètement comment ça se passe, hein, dans notre établissement, il y a 2 ou 3 ans, on nous a dit, voilà, soit vous prenez les manuels numériques, hein, c'était la région, soit vous gardez les manuels papier. C'est très clair, si vous prenez les manuels papier, vous ne serez plus équipé en numérique comme vous devez l'être, vous ne serez plus prioritaire sur l'équipement en numérique, sur les vidéoprojecteurs, sur les ordinateurs. On a 920 ordinateurs, on nous en donne 40 de plus, je crois, par an. Enfin, on en renouvelle 40, ce qui fait un tous les 23 ans quand même, donc pour dire à peu près l'état d'obsolescence de notre matériel. Et on nous a dit clairement, si vous ne prenez pas les manuels numériques, vous ne serez pas à jour sur vos équipements. Et évidemment, on a pris les manuels numériques. Et moi, j'ai demandé sur nos crédits pédagogiques de ma matière, avec lesquels on peut faire des sorties, des choses comme ça, j'ai demandé à ce qu'on achète des manuels papier pour ma classe, parce que j'en ai besoin. Voilà, mais on ne nous a pas laissé le choix à la région. C'était du chantage, c'est clairement ce qu'on appelle du chantage, et on a craqué parce qu'on a quand même besoin, avec 1800 élèves, d'avoir du matériel informatique, et pour l'avoir, il fallait qu'on accepte les manuels numériques. Et maintenant, ce qui va avec. Ouais, on va écouter les jeunes quand même, parce que c'est important, c'est pour eux qu'on est là. Bonjour, donc je suis élève au lycée à Paris, et c'était pour un peu savoir, pour avoir des conseils autres que mes parents, parce que c'est toujours mes parents qui me donnent mes conseils par rapport à ça. Je me connecte jamais quasiment à l'ENT, ainsi que mes parents, et j'ai été par exemple convoquée au CPE, et excusez-moi madame, est-ce que c'est possible de ne pas me prendre en photo? Ouais, merci. Mes parents et moi-même, on ne se connecte pas à l'ENT, donc j'ai été convoquée chez ma CPE parce que mes absences n'étaient pas régulées. Donc j'ai demandé si c'était possible de le faire par papier, et elle m'a sorti une sorte de charte où c'était écrit que c'était obligé, par rapport aux parents, de se connecter. Donc devant une autorité comme ça chez le lycée, parce que c'est ma première année au lycée, je ne suis pas du tout habituée, ça fait un petit peu peur, donc j'ai pas su répondre. J'ai dit d'accord, je vais montrer ça à mes parents, je vais tout faire en gros pour qu'ils se connectent, alors que c'est pas du tout mon but. Je sais qu'ils vont pas le faire, et même c'est pas mon choix. Donc je voulais savoir comment je pourrais faire justement pour lutter en tant qu'élève au lycée, sans mes parents qui sont dans l'établissement. Je suis toute seule parce qu'il y a des profs aussi qui me disent parfois mais pourquoi tu te connectes pas, t'es une élève, tu devrais avoir un téléphone, tout ça, parce que j'ai un téléphone mais sur les réseaux sociaux. Donc ils me disent tu devrais être connecté, c'est de ton âge, donc arrête en gros arrête de casser les pieds, voilà. C'est ça l'idée. Et il fait comme les autres, et parfois c'est compliqué parce qu'au collège j'étais habituée, une professeure, donc il marquait bien les cours, tout ça, il me donnait des devoirs. Mais là j'ai eu quelques devoirs qui étaient que sur Pronote, que j'ai pas pu réaliser, et parfois c'est compliqué même au sein de la classe tout de suite d'être dans une case en tant que personne non connectée, et voilà, donc d'avoir des avis, des conseils à me donner. Merci. Déjà, on peut vous féliciter pour votre éloquence à votre âge, bravo. Ensuite, je pense que je donnerai un peu le même conseil que pour la dame qui a des soucis avec la non-connexion de son enfant. Je pense qu'il faut que vos parents prennent vraiment un rendez-vous en urgence avec la direction de l'établissement pour expliquer justement votre liberté personnelle de ne pas vous connecter, et de demander aux enseignants de vous donner les devoirs en temps et en heure pendant les cours. Comment on faisait avant? En fait, c'est ça qu'il faut poser la question. Hein. Comment on faisait avant? Le numérique n'est pas né avec l'école. Il n'y avait pas d'avant de numérique à l'école, et on a toujours donné les devoirs en temps et en heure, et on a fait des cours qui tenaient dans le temps imparti. On n'avait pas la possibilité de rattraper ce temps. Donc il faut que nous aussi, enseignants, on remette complètement en cause notre pratique. Pourquoi est-ce qu'on se laisse déborder comme ça? Qu'est-ce qui se passe?
Donc là, je pense que oui, et puis pourquoi pas, hein, s'il y a des profs là dans la salle qui ont des idées pour aider cette jeune fille, n'hésitez pas. Et ça sera notre... Oui, c'est ce que j'allais dire, voilà, je ne sais pas, mais voilà, Agnès me conforte, l'ENR peut peut-être vous aider, voilà, et pourquoi pas qu'on aille en tant que collectif rencontrer votre établissement, sans forcément vous dénoncer, et expliquer que c'est important qu'il y ait une vraie liberté déjà, qu'il faut qu'on apprenne à nos jeunes à être libres. Voilà, merci. Oui. Alors, parlez fort. Oui, c'est la région qui vous l'offre, cadeau. Ils m'ont imposé ça, donc oui, c'est exactement, on vous l'impose. Voilà, bravo. Si je peux... Si je peux me permettre pour répondre, puisque moi je suis aussi maman d'une jeune fille qui est au lycée. Elle a reçu, tout comme vous, un ordinateur à son entrée en seconde. Et elle a fait le choix de ne jamais le prendre. Elle estime que pour elle, elle a besoin d'écrire, elle a besoin d'avoir des cahiers, elle a besoin d'avoir un stylo dans la main pour retenir les informations. Et elle a revendiqué ce droit en expliquant clairement qu'en tant que future citoyenne, elle avait le choix. Elle respectait le cadre, son devoir d'élève au lycée, de lycéenne, et que par conséquent, elle n'avait pas à être obligée d'utiliser un outil informatique pour communiquer. Et en l'expliquant clairement à son professeur principal en premier, et puis après au reste de ses professeurs, elle a fait entendre sa voix et en lui disant clairement qu'elle n'avait pas besoin d'avoir cet outil en main pour pouvoir faire ce qu'on lui demandait de faire. Et aujourd'hui, elle peut encore. Et elle peut encore avoir le choix. Dans quelques années, est-ce qu'on n'arrivera à l'avoir encore ce choix? On verra. Mais si on ne demande pas maintenant, c'est sûr que ça. Exactement. Voilà. Si on laisse tomber tout de suite, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Alors le deuxième micro on a plus utile. On a tout le collectif qui monte sur scène. Pardonnez-moi, moi je voudrais vous féliciter. Je trouve que vous êtes très éloquente. Je suis professeure d'éloquence, donc ça me touche. Je voudrais vous dire que votre parole est importante. Et donc, auprès de vos professeurs, donc continuez de leur dire non, je ne veux pas, non, ce n'est pas mes parents qui m'imposent, non, je n'ai pas envie, pouvez-vous m'écouter, j'ai quelque chose à dire, etc. Continuez, vous verrez que quand même la parole est importante. La parole est importante. Et l'autre conseil que j'ai envie de vous donner, mobilisez vos amis. Faites-vous un petit éducation numérique raisonnée. Alors, est-ce que vous en avez? Moi, je vais vous présenter ma fille. Je crois qu'on a quelques jeunes là qui peuvent être... Non, mais on a peut-être parlé autour de vous. Et voilà, vous n'êtes peut-être pas en force, mais ne vous démobilisez pas. Vous avez l'air d'avoir de l'énergie. Continuez.